Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Vendredi 15 août, l'actuel président états-unien Donald Trump va rencontrer l'inamovible autocrate de Russie, Vladimir Poutine. Cette rencontre se déroulera en Alaska, un territoire proche de la Sibérie russe et qui fut lui-même une possession russe jusqu'à sa vente aux États-Unis d'Amérique le 30 mars 1867 pour la modique somme de 7 200 000 $, soit environ 120 millions de dollars actuels. Il fallut attendre près d'un siècle pour que le 3 janvier 1959, l'Alaska devienne un État à part entière des USA. C'est donc aux confins de l'Amérique du Nord et de l'extrême-orient russe que celui qui a déclenché une guerre aussi inutile que meurtrière va rencontrer Donald Trump. Il est au pouvoir à Moscou depuis plus d'un quart de siècle et c'est un ancien agent du KGB, pur produit de l'époque soviétique, qui est parvenu à se maintenir et à renforcer encore et toujours son pouvoir en combinant la nostalgie de la grandeur supposée de l'URSS à celle de la gloire de l'ancien empire russe, n'hésitant pas pour cela à user et à abuser de l'orthodoxie. Son hôte de vendredi n'est revenu au pouvoir que depuis 8 mois, pour un nouveau mandat de 4 années seulement, après un intervalle de 4 ans. Le premier a donc tout le temps devant lui pour arriver à ses fins, tandis que le second est un homme nécessairement pressé, qui tient à laisser sa marque sur les affaires du monde, sa marque dans l'histoire, avec une prédilection pour la résolution rapide des conflits. On lui prête d'ailleurs l'intention d'obtenir le prix Nobel de la paix, afin, sans doute, d'effacer le souvenir de Barack Obama, qui avait reçu ce prix durant la toute première année de son premier mandat, sans avoir rien fait de concret pour mériter un tel honneur. En matière de paix, Donald Trump entend montrer au monde qu'il est beaucoup plus efficace et plus méritant que Barack Obama. J'ai cependant des doutes sur la durabilité, voire même sur la réalité des accords de paix que l'actuel occupant de la Maison-Blanche croit avoir réussi à imposer. Ces doutes m'amènent à nourrir une grande inquiétude quant à l'accord qu'il pourrait conclure avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, ou sur le dos de l'Ukraine, devrais-je dire. En matière de diplomatie et de négociation, il n'est jamais bon de montrer à son interlocuteur que l'on est pressé d'arriver à un accord. L'autre côté profite toujours de la situation pour faire monter les enchères et obtenir le plus de concessions possible. Enfin, comment Donald Trump peut-il envisager de négocier avec Vladimir Poutine sans que le principal intéressé, Volodymyr Zelensky, ne soit présent? Une telle manière de faire ne peut évoquer que de bien mauvais précédents, qui tous se terminèrent mal. Je pense à la conférence de Berlin de 1884-1885, qui décida du sort de tout un continent, l'Afrique, sans qu'aucun Africain n'eût été consulté. Ou aux accords de Munich de septembre 1938, de sinistre mémoire, qui scellèrent la dislocation de l'État tchécoslovaque, sans qu'aucun représentant de ce dernier ne soit présent à la table de négociation. Je ne voudrais pas, cependant, jouer l'oiseau de mauvais augure. Attendons de voir ce qu'il sortira de cette rencontre en Alaska
avant de commenter plus avant. Dans l'émission d'aujourd'hui, je souhaiterais plutôt que nous nous intéressions au succès, réel ou supposé, de la diplomatie trumpienne de ces derniers mois. Commençons par les brefs mais violents affrontements entre l'Inde et le Pakistan. Il ne s'agissait en fait que d'un nouvel épisode d'un conflit remontant à 1947 et au mauvais partage imposé par la puissance coloniale sortante, le Royaume-Uni, aux nationalistes hindous et musulmans du sous-continent indien. Ce partage avait laissé de nombreuses séquelles qui devaient devenir autant de causes de conflit entre les deux pays devenus indépendants, l'Inde et le Pakistan. L'une de ces séquelles était l'ancienne principauté de Jammu et Cachemire, située à l'extrême nord, dans les confins himalayens, et qui était revendiquée par les deux voisins. Depuis leurs indépendances de 1947, l'Inde et le Pakistan se sont affrontés à plusieurs reprises pour le contrôle de ce territoire, qu'une ligne de cessez-le-feu partage entre une partie sous contrôle pakistanais et une autre sous contrôle indien. L'attentat du 28 juin 1914 avait coûté la vie à un couple princier austro-hongrois en visite officielle à Sarajevo. Il avait eu pour conséquence, à la suite d'un engrenage fatal, le premier conflit mondial qui devait durer plus de 4 terribles années et mettre l'Europe à feu et à sang, et aussi faire 10 millions de morts et 8 millions d'invalides. Le terrible attentat commis le 22 avril dernier contre des touristes indiens dans la partie du Cachemire sous contrôle indien causa la mort de 28 d'entre eux et en a blessé une vingtaine d'autres. Cette embuscade avait été menée par un groupe armé ayant ses bases arrières en territoire pakistanais. Il y eut aussitôt un engrenage entre les deux pays, d'abord verbal, puis militaire, qui aurait pu dégénérer en guerre totale entre les deux voisins qui sont tous deux dotés de l'arme atomique. Les affrontements armés qui se sont déroulés du 7 au 10 mai, déclenchés après l'attentat du 22 avril, ont été la plus grave escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan depuis plus de 20 ans. Fort heureusement, le 10 mai 2025, le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, annonça qu'un accord de cessez-le-feu avec effet immédiat avait été conclu entre son pays et l'Inde. Le président Donald Trump n'a pas hésité à s'attribuer le mérite d'avoir persuadé les deux voisins à négocier. Dans l'une de ses déclarations au sujet de cette crise, il a d'ailleurs une fois de plus fait étalage de sa profonde ignorance de l'histoire, puisqu'il a cité 2 nations se battant depuis 1500 ans, alors que la crise du Cachemire n'a commencé qu'en 1947 et qu'avant cette date, le Pakistan n'existait même pas. Donald Trump a certainement exagéré son influence et son rôle de médiateur dans cette crise. D'autres pays ont joué un rôle majeur, peut-être même plus important. Je pense en particulier à 2 pays voisins des 2 protagonistes, la Chine et l'Iran. Le 25 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et celui de la République démocratique du Congo ont signé à Washington un traité de paix visant à mettre fin au conflit entre les 2 pays. Les termes de ce traité prévoient le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo dans les 90 jours et la fin du soutien congolais aux milices des Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé présent dans l'Est du Congo, mais qui a depuis longtemps cessé de poser la moindre menace à l'encontre du Rwanda. Cet accord était l'aboutissement de négociations menées grâce à une médiation des États-Unis et du Qatar. La cérémonie de signature de ce traité de paix s'est déroulée devant les caméras. Elle était présidée par le secrétaire d'État états-unien, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères,
Marco Rubio. Il s'agirait donc d'un grand succès de la diplomatie trumpienne. Comment ne pas se réjouir de cet accord de paix censé mettre un terme définitif à une guerre qui, depuis 1996, n'a jamais véritablement cessé et qui a causé la mort de millions de Congolais et de centaines de milliers de réfugiés rwandais. Une guerre dont chaque épisode a jeté chaque fois des centaines de milliers de civils congolais dans un perpétuel exode, les contraignant à tenter de survivre des années durant, sous des bâches en plastique ou dans des abris de fortune, dans des camps insalubres et surpeuplés. Une guerre qui a permis l'enrôlement et l'utilisation de plusieurs générations d'enfants soldats. Une guerre sans fin, durant laquelle le viol a été systématiquement utilisé comme arme de guerre. Une guerre qui a permis au Rwanda de Paul Kagame d'organiser en toute impunité le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le dernier épisode de cette guerre a vu l'armée rwandaise et ses supplétifs locaux s'emparer, durant les mois de janvier et de février de cette année, de vastes portions du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris les capitales provinciales de Goma et de Bukavu. Pour ma part, ayant longtemps vécu et travaillé au Kivu, la nouvelle de la signature de l'accord de Washington ne pouvait que me réjouir. Cependant, connaissant trop bien la nature ô combien perverse et criminelle du régime de Paul Kagame, je conservais des doutes quant à l'application de ce traité. Mes doutes ont hélas fini par l'emporter sur ma joie initiale. Pourquoi? Tout d'abord parce que le Kivu ne semble pas avoir connu la moindre amorce de début de commencement du moindre retrait militaire rwandais. Les territoires dont l'armée rwandaise et ses supplétifs se sont emparés sont toujours occupés, à commencer par Goma et Bukavu. Ensuite, parce que les affrontements sur le terrain n'ont jamais réellement cessé. Dans la province du Nord Kivu, des accrochages ont encore eu lieu durant toute la journée du vendredi 8 août dans le secteur de Waloa-Yungu. Des habitants ont dû fuir de chez eux. Le groupe armé M23, ce sont les supplétifs dont je parlais, créés et entraînés et équipés par l'armée rwandaise et comprenant de nombreux éléments de nationalité rwandaise, ce groupe armé donc aurait l'intention de prendre la cité stratégique de Pinga. Pour cela, il aurait acheminé des renforts en hommes et en munitions. Dans la province du Sud Kivu, ce même groupe armé a également progressé en s'emparant de nouvelles localités après de violents combats dans le secteur de Mulamba. Toujours au Sud Kivu, on signale d'autres combats plus au sud, dans le territoire de Fizi, à Kipupu et Mikenge. Tout cela augure bien mal de l'exécution des clauses de l'accord de Washington. Le délai de 90 jours qui avait été fixé est déjà à moitié écoulé. Et sur le terrain, rien de positif ne s'est encore produit. Bien au contraire, l'invasion initiée par Paul Kagame se poursuit comme si de rien n'était, et c'est le peuple congolais du Kivu qui continue à en faire les frais, comme il le fait depuis 29 années. Ces accords de Washington n'auraient-ils été que de la poudre aux yeux? Dans le même temps, les autorités états-uniennes ont conclu un accord avec le Rwanda qui leur permettra d'envoyer dans ce pays des immigrants illégaux expulsés, des gens qui n'ont rien à voir avec le Rwanda, et même pour certains d'entre eux qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ce trafic d'êtres humains organisé par Trump et Kagame va bien sûr rapporter gros à ce dernier. Le 24 juillet dernier, des affrontements armés ont eu lieu entre la Thaïlande et le Cambodge. Comme pour le conflit indo-pakistanais, il s'agissait là du nouvel épisode d'une querelle de délimitation frontalière. Le fait qu'un temple khmer millénaire soit situé
sur un point de la frontière entre les deux pays, a largement contribué à enflammer les esprits des deux côtés, chaque pays le considérant comme faisant partie de son patrimoine historique. Cette fois-ci, ce n'était au départ qu'un petit accrochage entre soldats thaïlandais et cambodgiens, mais il s'est rapidement transformé en affrontement armé sérieux, incluant des bombardements terrestres et aériens. Le bilan de ces combats s'est élevé à des dizaines de tués civils et militaires, thaïlandais et cambodgiens, et à 200 000 personnes déplacées des deux côtés de la frontière. Si le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim n'avait pas entrepris une médiation dans le cadre de l'ASEAN, l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, ces combats auraient pu dégénérer en guerre ouverte. Cette médiation a fini par amener le Cambodge et la Thaïlande à convenir d'un cessez-le-feu à compter de minuit le 28 juillet. Depuis, malgré quelques petites escarmouches, le cessez-le-feu tient toujours, même si la tension entre les deux voisins n'est pas retombée, alimentée par la montée de fièvre nationaliste tant à Bangkok qu'à Phnom Penh. On l'aura compris, l'arrêt des hostilités est dû aux efforts de l'ASEAN et, en particulier, à ceux du Premier ministre malaisien. Cela n'a pas empêché Donald Trump de revendiquer ce cessez-le-feu comme étant le fruit de ses efforts personnels. Dès le 26 juillet, c'est-à-dire avant le cessez-le-feu, le président états-unien avait fait état d'entretiens téléphoniques avec les premiers ministres thaïlandais et cambodgiens dans le but de servir de médiateur entre les deux pays. Il avait ensuite annoncé sur son réseau social Truth Social que les deux parties avaient convenu d'un cessez-le-feu, alors que ce dernier n'a été acté que le 28 juillet, grâce, nous l'avons vu, à la médiation malaisienne. Dans notre monde dominé par les réseaux sociaux, les tweets d'un président états-unien, aussi prolixes en petites phrases chocs et souvent contradictoires, ces tweets donc ont certainement reçu davantage d'écho médiatique que les actes concrets d'un Premier ministre malaisien. L'opinion publique internationale retiendra donc que c'est Donald Trump qui est parvenu à obtenir la fin des hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge, même si c'est très loin d'avoir été le cas. Le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, a d'ailleurs alimenté cette contre-vérité en nominant Donald Trump pour le prix Nobel de la paix dans une lettre adressée au comité Nobel norvégien en date du 7 août dernier. Hun Manet a souligné dans sa missive, je cite, « les qualités extraordinaires d'homme d'État du président Trump, marquées par sa volonté de résoudre les conflits et de prévenir des guerres catastrophiques avec sa diplomatie visionnaire et innovative, comme cela a été démontré récemment avec son rôle décisif afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre le Cambodge et la Thaïlande. » Cette intervention s'est produite juste à temps pour empêcher un conflit potentiellement dévastateur. Elle s'est révélée vitale pour prévenir de grandes pertes de vie et elle a ouvert la voie à une restauration de la paix entre les deux pays. Fin de citation. Nul doute que de telles louanges sont allées droit au cœur et à l'ego surdimensionné de Donald Trump. Il est vrai que Hun Manet, héritier de son père, l'autocrate Hun Sen, ancien communiste et même ancien Khmer rouge, dont le régime est de plus en plus vassal de la Chine populaire, alors que la Thaïlande a quant à elle toujours été pro-US, le Cambodge donc avait tout à gagner en envoyant cette flagorneuse missive au comité Nobel norvégien. Il espérait sans doute, le Premier ministre cambodgien, que Washington ne prenne pas fait et cause pour son allié thaïlandais, tout en tentant de sortir un tant soit peu de la dépendance exclusive et excessive dans laquelle son père, Hun Sen, a placé le Cambodge à l'égard de Pékin. Le 8 août 2025, le Premier ministre de l'Arménie et le président de l'Azerbaïdjan ont signé à Washington un protocole d'accord conjointement avec les États-Unis.
Ce document octroie aux États-Unis des droits exclusifs de développement du corridor de Zangezur, appelé route Trump, pour la paix et la prospérité internationale, pour les 99 prochaines années, dans le but de relier l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan, sans point de contrôle à travers l'Arménie. Ce corridor permettra en outre le passage de personnes et de marchandises de l'Europe vers l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale au sens large, sans avoir à transiter par la Russie ou par l'Iran. Précisons pour nos auditeurs qui n'auraient pas une carte sous les yeux que cette route Trump passerait à travers le territoire souverain de l'Arménie. Il s'agit donc là d'une énorme concession consentie par l'Arménie, qui ne semble pas avoir obtenu grand-chose en retour. J'ai pris le soin, pour ma part, de lire l'intégralité du document signé par le Premier ministre arménien et par le président azerbaïdjanais et co-signé par Donald Trump. Le texte est d'ailleurs assez bref et une grande partie est consacrée au corridor que je viens d'évoquer. On n'y trouve pas la moindre mention du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent l'Artsakh. Ce territoire où vivait depuis des millénaires une population arménienne et qui en a été chassée par l'Azerbaïdjan en septembre 2023. Tous ces gens ont eu à choisir entre la valise et le cercueil et ils ont été contraints de se réfugier en Arménie, abandonnant derrière eux leurs biens, leurs maisons, leurs champs et leurs tombes. Depuis, les autorités azerbaïdjanaises ont poursuivi leur action d'éradication du patrimoine arménien, détruisant des églises, rasant des cimetières et donnant des noms azéris aux villes et aux villages du territoire, sans oublier bien sûr d'y édifier des mosquées. À minima, l'accord de paix conclu sous les auspices de Donald Trump aurait dû inclure un paragraphe évoquant le droit au retour sur leur terre ancestrale de tous les réfugiés du Haut-Karabakh. Un tel oubli augure bien mal de l'avenir. Je n'ai aucun doute pour ma part que ces réfugiés feront tout demain, dans 20 ans, dans 50 ans, ou plus tard, pour récupérer leur terre, la terre de leurs aïeux, l'Artsakh. Une paix durable entre Arméniens et Azerbaïdjanais est donc loin, très loin d'être assurée. D'autant qu'il ne faudrait pas complètement oublier deux acteurs principaux de cette tragédie, deux acteurs qui ont été complètement exclus des négociations menées par les États-Unis. L'ancienne puissance tutélaire du Caucase, d'une part, il s'agit bien sûr de la Russie, trop occupée qu'elle était en Ukraine depuis 2022. Il s'agit d'autre part de l'Iran, pays voisin de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est par l'Iran que passe une grande partie des importations et des exportations arméniennes. L'Iran a toujours maintenu une politique de neutralité bienveillante à l'égard de l'Arménie, car elle est préoccupée par les liens étroits que l'Azerbaïdjan a noués avec Israël, en particulier dans les domaines militaires et sécuritaires. Il ne faut pas non plus oublier que les Azéris sont plus nombreux dans le nord-est de l'Iran qu'en Azerbaïdjan, et que cette minorité non perse s'est souvent montrée indocile envers le pouvoir central de Téhéran. Les récents bombardements israéliens et états-uniens sur l'Iran ont encore augmenté la paranoïa des dirigeants de la République islamique, qui voient d'un très mauvais œil la présence israélienne en Azerbaïdjan et l'arrivée prochaine des États-Unis de l'autre côté de leur frontière avec l'Arménie, dans le cadre de la construction de la route Trump. Bien qu'ils aient salué les progrès en faveur de la paix entre les deux républiques voisines, les autorités iraniennes affichent une position résolument hostile à l'établissement du corridor devant relier le Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan, car cette route Trump passerait le long de la frontière avec l'Arménie, mais côté arménien.
Inde-Pakistan, Rwanda-RDC, Thaïlande-Cambodge, Arménie-Azerbaïdjan. Je viens de donner 4 exemples de succès apparents de la diplomatie trumpienne, des succès qui, si l'on y regarde de plus près, n'en sont pas vraiment. En fait, ces soi-disant succès sont très semblables à leur initiateur, Donald Trump. Beaucoup de communication médiatique, beaucoup de déclarations, beaucoup de belles mises en scène à la Maison-Blanche ou au département d'État, et pour finir, peu de réalité tangible sur le terrain. Tout cela augure bien mal des pourparlers qui auront lieu le 15 août en Alaska. Car contrairement aux négociations sur les 4 conflits que je viens d'évoquer, Donald Trump aura en face de lui un interlocuteur de poids. Vladimir Poutine, en matière de géopolitique, est infiniment plus doué et expérimenté que Donald Trump, dont les connaissances géographiques élémentaires semblent plus que limitées. Hier, j'ai entendu le président états-unien pérorer au sujet de la façade océanique que l'Ukraine aurait perdue au profit de la Russie. Ses conseillers semblent avoir oublié de l'informer que c'est la mer Noire qui borde l'Ukraine et que ce pays est très éloigné de l'océan Atlantique qui, lui, borde la Floride où Donald Trump passe ses week-ends à jouer au golf. J'espère pour ma part que l'Ukraine ne sera pas le dindon de la farce qui va se jouer en Alaska ce vendredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, chers amis auditeurs et auditrices.